Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un centre de formation totalement à distance, c'est-à-dire comment créer un centre de formation qui n'a pas de bureau, qui n'a pas de salle de formation, comment le faire d'un point de vue légal, d'un point de vue juridique, mais aussi est-ce que c'est une bonne idée en 2025 de créer un organisme de formation en partant de zéro et en faisant tout en distanciel. Pour me présenter, donc j'ai un cabinet de conseil depuis 4 ans qui accompagne les dirigeants d'organismes de formation. On les aide notamment à faire toutes les démarches Calliope, numéro d'activité et également l'accès Head-Off pour ceux qui veulent faire du CPF. Et on les accompagne aussi sur leur développement stratégique, leur développement marketing, comment trouver de nouveaux clients, comment structurer leurs équipes et structurer leur organisme de formation. Si vous avez un besoin qui est dans cette sphère, je vous invite à me contacter directement sur WhatsApp. Ce sera un plaisir d'échanger ensemble et soit je pourrai vous aider ou bien vous mettre en relation avec les personnes et les entreprises qui pourront vous aider à mener à bien votre projet. La première étape, selon moi, lorsqu'on crée un organisme de formation à distance, ça va être d'identifier nos forces et nos faiblesses. Je sais que dit comme ça peut paraître un petit peu bateau, mais en fait, on a tous des forces et des faiblesses. Pour certains centres de formation qu'on accompagne, leur plus grande force, c'est leur visibilité, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une chaîne YouTube avec des dizaines de milliers d'abonnés sur une thématique bien nichée, par exemple le montage vidéo ou la vente, et ils ont envie de proposer à leur audience une formation complémentaire à leurs vidéos gratuites sur YouTube. Et donc dans ce cadre-là, leur plus grande force, c'est leur visibilité qu'ils ont déjà, donc ils sont quasiment sûrs de déjà avoir des clients, vu qu'ils ont déjà eu des demandes. Lorsqu'on crée un centre de formation à distance, c'est selon moi bien plus dur qu'un centre de formation physique. Parce que lorsque vous créez un centre de formation, par exemple à Bordeaux, et que vous visez des gens qui veulent se former en présentiel à une compétence bien spécifique, vous êtes simplement en concurrence avec la globalité de ce qui se fait dans la région de Bordeaux. En revanche, lorsque vous êtes en ligne, vous êtes littéralement en compétition avec tout le monde, que ce soit des Français, mais aussi des Canadiens, des Marocains. Vous êtes en compétition avec littéralement toute la sphère des formations en ligne qui se fait. Donc selon moi, cette étude de marché, elle doit vraiment être bien ciblée sur l'acquisition de clients. Le plus grand challenge que rencontrent mes clients à l'heure actuelle, c'est pas forcément passer les démarches, que ce soit les démarches Calliope ou les démarches de financement, bien que pour certains ce le soit, mais lorsqu'on prend un cabinet de conseil qui nous accompagne, en général, ça roule tout seul. Le vrai problème qu'ont la plupart des organismes de formation, c'est comment aller trouver ses clients derrière. Et donc ça, je vous invite à bien étudier votre marché, savoir si ce n'est pas un marché qui est trop concurrentiel, savoir aussi si vous avez ce qu'on appelle un élément différenciant, c'est-à-dire est-ce que vous avez par exemple un background technique de 30 ans dans une compétence sectorielle que très peu de gens ont ou font, et donc vous avez très peu de concurrence, vous êtes le seul du marché ou vous êtes 2-3 acteurs sur le marché, et donc vous pouvez facilement prendre des parts de marché sur ce qui se fait à ce niveau-là. Une fois que vous avez votre étude de marché et que vous êtes sûr de trouver des clients et de pouvoir leur fournir ce qu'ils souhaitent, la deuxième étape, ça va vraiment être le choix du statut juridique. Alors je sais que beaucoup de personnes vous disent que lorsque vous créez une entreprise, en général le statut juridique est très important. Selon moi, c'est pas forcément le cas si vous faites par exemple une entreprise de service ou une entreprise de marketing. Parce que le statut, vous pourrez toujours le changer plus tard. C'est-à-dire que vous pouvez commencer en micro-entreprise, en statut d'auto-entrepreneur, faire vos premiers clients et derrière changer de statut. Pour la formation, c'est un petit peu moins vrai et moi j'ai beaucoup de clients qui ont fait cette erreur-là, qui sont démarrés en auto-entreprise, qui ont obtenu tous les agréments nécessaires, donc leur numéro d'activité, leur Calliope et qui ont fait leurs accès Head-Off. Au bout de 6 mois, leur entreprise marchait plutôt bien et ils ont dû changer vers une SASU ou vers une SARL et donc ils perdaient en fait tous les avantages et surtout tous les agréments qu'ils avaient passé des mois à obtenir et sur lesquels ils avaient investi plusieurs milliers d'euros. Donc moi, ce que je conseille, c'est que si votre projet est vraiment un petit projet, etc., vous pouvez vous lancer en auto-entreprise, tester le marché, valider si ça vous plaît et valider si ça vous intéresse. Mais si vous avez un projet sérieux d'entreprise et que vous voyez ce projet-là grandir à horizon de 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je vous invite à créer directement une structure adéquate. La plupart de mes clients aujourd'hui qui démarrent tout seuls créent une SASU, notamment pour des questions d'imposition, de facilité de gestion, etc. Mais les autres types de modèles de rémunération peuvent être possibles. Si jamais vous êtes en reconversion, c'est le cas de beaucoup de mes clients, sachez qu'en créant une SASU, vos droits de chômage ne seront pas impactés. Donc ça peut être aussi intéressant de se dire ça, de se dire je vais créer une société, garder mon chômage tous les mois, essayer de faire fonctionner cette société-là pendant 2 ans. Évidemment, vous ne pouvez pas vous tirer de rémunération, mais vous pouvez garder l'argent dans la société. Utiliser cet argent soit pour faire des investissements, soit les récupérer en dividendes à la fin de l'année, et donc tout de même cumuler vos droits chômage et vos différents droits sociaux qui sont relatifs à votre situation actuelle. Donc vous avez étudié votre marché, vous savez que vous avez votre coût à jouer, et maintenant vous avez déjà votre structure, ça peut être une SASU ou une auto-entreprise. L'étape obligatoire pour faire de la formation en France, ça va être de déposer le NDA auprès de la DREETS. Ce qu'on appelle le NDA, vous allez le voir un petit peu partout, c'est le numéro de déclaration d'activité. C'est un dossier qui se dépose auprès de la DREETS, D-R-E-E-T-S. C'est une administration qui est présente dans chaque région et donc qui dépendra de la région dans laquelle est domicilié l'organisme de formation. Pour obtenir ce numéro, il vous suffit de remplir les différents papiers qu'on va vous demander, de faire une première formation, de déclarer cette formation effectuée ou dire qu'elle sera effectuée dans le futur, avoir la signature d'une convention si votre formation est avec une entreprise ou la signature d'un contrat si elle est avec un particulier. Cette déclaration d'activité-là, elle va vous permettre notamment de ne pas payer de TVA sur toutes les actions de formation que vous allez mener, ce qui
qui est très intéressant, surtout quand on se lance. Une fois que vous avez votre déclaration d'activité, il va se poser la question des financements. Est-ce que vous souhaitez faire appel à ce qu'on appelle les fonds propres, donc c'est l'argent directement qu'a à leur possession leurs clients? Est-ce que vous voulez vous spécialiser sur les fonds Pôle emploi? Est-ce que vous voulez vous spécialiser sur les fonds de formation d'entreprise ou sur le CPF, le compte personnel de formation? C'est-à-dire que c'est ces fameux points que tous les salariés et entrepreneurs gagnent et qui peuvent dépenser, donc c'est des crédits à dépenser. En moyenne, chaque Français a 500 € tous les ans qui s'ajoutent à son CPF et c'est une sorte de cagnotte qu'il peut dépenser pour se former. En fonction de cette question, c'est-à-dire est-ce que vous souhaitez avoir des financements publics ou simplement utiliser les financements propres de vos clients, vous pouvez vous arrêter là. C'est-à-dire que si vous voulez uniquement les financements, donc les fonds propres de vos clients, l'argent qui est disponible sur leur compte en banque ou sur leur carte de crédit pour payer la formation, vous pouvez simplement avoir un numéro d'activité, facturer vos formations à vos clients et monter comme ça votre activité de formation. Si jamais vous allez toucher des fonds publics de la part des OPCO, de la part du CPF ou de la part d'autres financeurs, alors vous avez besoin de passer le Calliope. J'ai fait une vidéo au sujet du Calliope, je vous invite donc à aller la regarder si vous voulez en savoir plus sur le Calliope. Mais cette étape-là est vraiment importante si vous souhaitez bénéficier des fonds publics. Je vous parle beaucoup de statut, d'études de marché, etc. car selon moi, l'offre de formation n'est que très secondaire si on regarde d'un point de vue business. Alors évidemment, il faut faire des bons produits de formation, des bonnes compétences, mais il y a tellement de formateurs très compétents en France que vous pouvez embaucher que selon moi, c'est pas le plus dur à trouver. C'est vraiment très simple. Une fois que nous, on lance des formations, on recrute des formateurs, je vous ferai une vidéo sur comment recruter vos premiers formateurs également, mais on lance une offre, on obtient les clients et ensuite on déroule le produit pédagogique avec nos équipes de formateurs. Donc une fois que vous avez tout ça, que vous avez votre étude de marché, vos moyens de financement, vos agréments, vous pouvez commencer à vendre des formations. Et pour ça, il y a deux pratiques, il y a deux options. Soit vous commencez directement à vendre les formations des autres, c'est-à-dire que vous allez acheter des formations en ligne sur étagère par exemple, qui sont soit des supports pédagogiques type slide ou bien des vidéos de formation, et vous allez commercialiser ces vidéos et ces slides de formation et faire appel à des formateurs indépendants pour former vos élèves. Ou bien vous allez être vous-même le premier formateur de votre structure si votre CV et vos compétences vous permettent d'être formateur évidemment dans votre structure de formation. Et donc pour ça, vous avez besoin de concevoir des formations qui sont pertinentes à la fois en termes de durée, à la fois en termes d'objectifs pédagogiques et à la fois en termes de tarifs. Ce que je vous conseille avec le recul et en ayant analysé et communiqué avec plus de 200 dirigeants d'organismes de formation, c'est de faire ce que les gens veulent et non pas ce que vous voulez vous. C'est-à-dire que si le marché, et là par exemple il est en train de prendre la tendance de l'intelligence artificielle en ce moment, avec énormément de financeurs qui financent les formations en IA, mais aussi la plupart des apprenants, que ce soit des professionnels en activité ou en reconversion, tout le monde essaye de se former à l'IA. Parce que la plupart des gens ont bien compris que ça pouvait les aider à réaliser leurs tâches professionnelles. Donc en ce moment, par exemple, il y a un gros créneau sur l'intelligence artificielle. Donc selon moi, une bonne chose pourrait être de créer un organisme de formation, même si par exemple j'ai des compétences en Excel, ne pas former en Excel, mais plutôt aller trouver un formateur en IA qui va venir pouvoir former mes élèves sur l'intelligence artificielle. Une fois que vous avez votre produit de formation, vous pouvez démarrer le marketing. Pour le marketing, il y a tout qui marche à partir du moment où vous avez une opportunité, un coût d'acquisition client assez faible et une offre marketing bien travaillée. La plupart de mes clients aujourd'hui qui fonctionnent le mieux utilisent soit Google Ads, soit Facebook Meta Ads, soit directement des revendeurs de leads. Je pense notamment à maformation.fr qui est une plateforme qui vous propose de mettre en avant votre formation et derrière vous avez des appels tout simplement d'apprenants qui veulent se former à votre formation et donc vous avez plus qu'à vendre votre produit sans contacter de nouvelles personnes. Une autre possibilité peut être évidemment le démarchage traditionnel, qu'il soit par téléphone pour les entreprises ou bien simplement en ayant un réseau d'apporteurs d'affaires et donc de personnes qui vont propager un petit peu partout le fait que vous vendez des formations de qualité et qui vont être rétribuées pour ça à la commission ou avec un fixe. Par exemple, vous donnerez 300 € à chaque apporteur d'affaires qui vous rapporte une formation. Évidemment, il faut que ce contrat d'apport d'affaires soit vraiment bien ficelé pour éviter tout problème juridique, que ce soit de votre côté en tant qu'organisme de formation ou du côté de votre apporteur d'affaires. Mais en général, une auto-entreprise suffit très largement à faire ce type de contrat. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la rétribuer avec un like. Et vous pouvez également me contacter par WhatsApp si vous avez besoin de plus d'informations sur comment créer votre organisme de formation.